Alors, on va passer à la lettre Z, vacuité et zénitude. Le faiseur de pluie ne peut agir à distance. Il doit d'abord partager le sort commun. Il est affecté et ou infecté, puis il passe 3 jours en réclusion pour retrouver son centre. Cette histoire nous parle aussi d'un certain type de positionnement, d'une action non agissante. Il s'agit de faire face, mais sans chercher immédiatement des solutions extérieures ou des recettes automatiques. Enfin, sans chercher immédiatement. C'est le mot immédiatement qui compte. Lorsque les temps sont difficiles, notre premier réflexe sera souvent de chercher ou d'imaginer des solutions qui permettent d'échapper rapidement à la pression. Nous sommes alors avides de réponses qui pourraient conforter nos projets, dissiper nos incertitudes. Nous sommes incapables de nous poser et encore plus de comprendre certaines réponses de l'oracle qui nous obligeraient à creuser plus profondément que le niveau de la conscience et du désir. On doit plutôt faire l'éloge de la lenteur et de la virginité. C'est-à-dire qu'on oublie ce qu'on sait, ce qu'on veut. On se dispose. Tout ce qui se hâte vient du diable, et le diable aime nous égarer dans les mirages de l'immédiateté. Nous voulons trop souvent nous servir de l'oracle, du livre des transformations, comme s'il s'agissait d'un collaborateur assermenté et dépravé. Il pourra nous arriver de le refermer d'un geste sec s'il ne se situe pas dans la perspective que nous avons choisie. Parce qu'on peut poser au livre des questions oiseuses. Soit ce sont des choses que nous avons à résoudre, soit ce sont des choses que nous ne devons pas comprendre, en tout cas pas tout de suite, soit l'urgence n'est pas là où nous croyons qu'elle est. Donc le I Ching va nous répondre parfois sur un autre plan. Il ne va pas répondre à nos questions. Il va nous inciter à considérer autre chose. Comme le rêve peut parfois le faire. Comme le rêve peut parfois le faire. L'optique du moi peut totalement fausser l'approche, donc. Et le I Ching, comme l'inconscient, manifestera son autonomie et aucun éclairage souhaité ne résultera de sa consultation. Dans ces cas-là, d'ailleurs, il vaut mieux s'éloigner pendant quelque temps du livre. Il est préférable de prendre son temps, voire de prendre le temps de souffrir, pour donner aux hexagrammes la liberté de nous pénétrer doucement, pour qu'un sens s'élève au-delà de notre précipitation, et pour qu'un sens pénètre notre incompréhension immédiate. Souvent, quand on tire le I Ching, c'est comme avec les rêves, on n'y comprend rien, mais tiens, de quoi il parle, etc. Puis, il faut méditer l'image, méditer le jugement, méditer les commentaires liés aux différents traits de l'hexagramme que l'on a pu tirer. Bref, la virginité est requise. La vacuité est requise. Ne doit-on pas néanmoins se demander si le I Ching ne gêne pas notre engagement dans l'existence, en nous empêchant de faire nos propres erreurs? Est-ce que son assistance te paraît toujours bonne? Alors la question est presque perfide, mais je crois en fait que le I Ching n'est pas dupe de nos agissements, si l'on peut dire.
une part de nous qui n'est pas dupe. Bon. Et il ne répondra pas si nous lui demandons de faire un choix qui est à notre portée ou si la question que nous lui posons est à l'heure qui nous fait différer l'approfondissement d'autres aspects plus décisifs de notre vie. Alors évidemment, les êtres épris de perfection ont horreur des faux pas, des impasses, des non-sens, où les conduisent leur volonté, leur pulsion. Mais il n'est pas juste d'être indéfiniment protégé par la sagesse d'autrui, s'agissant de Viking, par une interprétation défensive que l'on pourrait faire de ces oracles. Vivre, puis analyser après coup, ce qui a été produit est souvent plus fructueux que de rester à la porte de l'expérience. Lorsqu'on tire l'oracle avec des pièces de monnaie ou avec des baguettes, ou lorsqu'on l'ouvre au hasard, c'est souvent pour obtenir plus de clarté dans une situation relationnelle ou pour prendre une décision. Comme cela a déjà été dit, on doit cependant être conscient que ce moyen commode peut parfois nuire à la différenciation de notre sentiment ou de telle ou telle autre fonction qui doit grandir. Et cela peut nous dispenser de prendre nos responsabilités. Il ne faut pas oublier que certaines vérités ne doivent pas être dévoilées trop tôt et que des risques doivent être assumés. L'intelligibilité peut empêcher ou consumer la vie. L'usage du livre, du Viking, devrait être déconseillé lorsque nous sommes submergés par l'hésitation quant à une conduite à adopter ou un choix à faire. Il y a de grandes chances, en effet, que nous décelions dans l'image de jugement et les traits de l'hexagramme autant de raisons de nous situer sur un bord que sur son opposé. Il est préférable à ce moment-là d'encaisser les tempêtes d'incertitude, les pertes d'âme et les états de possession par le doute. Ce qui revient à dire qu'avant de tirer le Viking, on doit d'abord revenir à l'équilibre. Que l'on commence par objectiver les forces et les démons qui obscurcissent notre entendement. Les rêves sont alors des sources pertinentes. Des exercices physiques et spirituels peuvent également être propices. Et puis, je pourrais dire malgré tout que dans la tempête, une fréquentation de l'oracle sans aucune autre intention que celle de recevoir un consolamentum, prière des mourants, peut être bénéfique. Le faiseur de pluie n'a rien fait de spécial. Il ne peut agir que par la qualité de sa relation à la profondeur. Savoir ne pas faire, c'est pour nous passer par le bas et laisser l'ordre de la nature opérer. Parallèlement, dans la clinique, on peut penser que les matériaux des rêves n'arrivent qu'au bon moment, le moment où ils peuvent être confrontés et travaillés. Oui, à moins qu'ils n'anticipent des développements à venir. Mais effectivement, le plus souvent, l'ordre du jour et le menu de l'analyse sont donnés par les rêves. Enfin, on a intérêt à se souvenir de cette possibilité et de cette règle. Il est hautement préférable que le thérapeute, quelle que soit sa science, n'ait pas de plan établi à l'avance pour la conduite de la cure. Nous avons évidemment besoin de connaître les théories du développement, mais nous devons aussi nous en méfier. Elles concernent l'homme moyen, pas l'individu. Que le thérapeute se contente de se mettre en ordre pour se relier correctement au dynamisme de la nature, qu'il s'efforce aussi de soutenir l'attention de son patient sur le travail qui se fait naturellement à l'intérieur, en même temps que le patient se livre à des élaborations ou à des ruminations.
Je veux dire par là que le thérapeute va heureusement compléter et contester les évaluations conscientes de son patient par celles de l'inconscient. Et qu'une partie, onirique notamment, et qu'une partie du questionnement auquel il procédera s'appuiera sur la différence entre ce que dit son patient et ce que semble dire l'inconscient de son patient. Voilà.